Alors, bonjour à tous. Je me présente, Nathalie de Martinez-Varin. Moi, je suis la présidente directrice générale de Cyrano. Je suis ravie de vous accueillir ce midi au Cyrano. Ce colloque sur la loi 101 à 40 ans va vous permettre de nous présenter en fait un enjeu qui a été discuté longuement par certains chercheurs à Cyrano, à un auditoire un peu nouveau. Il y a plusieurs personnes, je pense que c'est peut-être votre première fois ici à Cyrano. On a aussi plus d'une quarantaine de personnes en fait qui sont en ligne, donc de l'international. Donc je salue mes collègues en ligne. J'espère que vous allez pouvoir suivre. Évidemment, je vais aussi souligner la collaboration de l'OFE, qui est justement pour la francophonie économique, avec mon collègue Brahim Boudarba, qui arrive justement là, avec qui nous organisons cet événement-là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'un numéro spécial de la revue Language Problems and Language Planning, dont la coordination a été confiée par un de nos éminents chercheurs à Cyrano, François Vaillancourt, qui est professeur émérite à l'Université de Montréal et qui est un fellow Cyrano. Donc, merci François d'avoir mis sur pied ce programme et cette organisation-là. Le Cyrano, évidemment, est heureux de permettre la tenue de ce colloque grâce à soutien financier, logistique, mais aussi le soutien dans les thèmes de recherche qui sont reliés à la loi 101. Et cela s'insère évidemment aussi dans la mission de Cyrano, qui encourage la recherche de haut niveau dans différents domaines, mais qui aussi souhaite avoir des résultats qui sont diffusés beaucoup plus largement. Donc là, aujourd'hui, on a un auditoire international, à la fois présent dans la salle, mais aussi en ligne. Et je vais passer maintenant la parole à M. François Vaillancourt, qui va vous faire une présentation du thème de la journée. Merci. Donc, on doit vous parler d'ici, chez la conférencier, parce que la caméra est là, et on est sur le web à travers le monde. Et, bon, alors, il faut activer le PowerPoint. Vous activez le PowerPoint, c'est avec ça? Oui. Non. C'est toujours beau, hein, la technique, c'est jamais tout à fait beau. Oui. Oui, là, ça va? Voilà, bon. Bon. Il fallait quand même, j'ai respecté la loi 101, bonjour, hi, mais en petit. Alors, François Clavier, c'est un numéro spécial de la revue Language Problems and Language Planning. Les rédacteurs de la revue sont François Grain, de l'Université de Genève, de l'Université Gazola, de l'Université de Monster. Ils sont possiblement en ligne présentement à nous écouter, je l'espère. Et ils m'ont choisi comme rédacteur invité. Pourquoi? En 30 secondes. Parce que Nathalie a eu l'obligeance, il y a 3 ans, d'accepter de financer une première réflexion sur la loi 101. Qui devait être un rapport Bourgogne, qui s'est transformé en cahier scientifique pour sortes de raisons internes au Cyrano, mais qui est disponible sur le site du Cyrano. Et de ça, j'ai trouvé pertinent. Je dis oui, je sais des choses, mais je ne sais pas assez de choses. C'est bien d'avoir des experts. Et donc, on a des experts ici, justement, la preuve est là, qui pourraient aller beaucoup plus en profondeur. Et par ailleurs, la loi 101, il faut réaliser, on ne sait peut-être pas assez au Québec, il y a 40 ans, lorsqu'on a fait ça, et moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec M. Lorrain en 1977 comme conseiller économique. La loi 101 était un des premiers exemples d'une loi de linguistique exigeante. Il a beaucoup inspiré des gens en Europe durant les années 70, 80, 90. Durant l'Espagne, à ce moment-là, vous voyez les influences de la loi 101 et beaucoup d'intérêt. Et donc, c'était pertinent, et c'était le point principal que M. Gray voulait que je vous fasse noter, c'était pertinent de revenir en arrière, mais de présenter dans un contexte international l'expérience de la loi 101. D'où l'intérêt de la revue Language Problems and Language Planning, qui a justement à peu près l'âge de la loi 101, c'est le numéro 42. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une conjonction. Je connais M. Gray, M. Gazola depuis très longtemps, et on a fait ça. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler des experts que je vous présenterai à tour de rôle au fur et à mesure qu'ils vont venir en avant. Ils ont chacun 15 minutes. J'ai une minuterie. Les présentations sont intégrées, mais je n'ai pas censuré aucunement ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai un collègue, entre autres, qui me dit être très rapide dans ses présentations. M. Payet, il m'a dit que je pouvais faire ça en 15 minutes. Bon, je fais confiance. Malheureusement, M. Termotte, le troisième présentateur, ne va pas être avec nous. Madame, ça arrive. Donc, c'est moi qui vais faire sa présentation. Et donc, sans plus tarder, Charles Castonguay, Université d'Ottawa, professeur retraité du département de mathématiques de l'Université d'Ottawa, contributeur aux questions de démo linguistique depuis
Depuis que je m'y intéresse, en tout cas, ça fait bien longtemps. Charles, tu vas continuer à avancer. Oui, alors pour la technologie est très simple. On pèse sur ce bouton. Voilà, donc la première étape. D'accord. Et Camille Lorrain, avec sa loi 103, cherchait à maintenir le poids du français au Québec. Et pour ce faire, il voulait prendre les moyens d'orienter davantage les nouveaux arrivants vers le français, vers l'adoption du français, finalement, comme langue d'usage à la maison. Alors qu'avant la loi 101, une majorité des nouveaux arrivants allophones optaient plutôt pour l'anglais. Par allophone, on entend des personnes de langue maternelle autre que française ou anglaise. Le recensement de 1971, survenu avant la loi 101, montrait aussi qu'il existait une certaine anglicisation de la majorité francophone du Québec. De façon à ce que, globalement, l'assimilation linguistique au Québec profitait exclusivement à la langue anglaise. Le français n'en retirait aucun profit. Il y avait cependant deux phénomènes migratoires qui agissaient déjà en faveur du français. D'une part, les départs des anglophones pour le reste du Canada, qui ont débuté avec la Révolution tranquille et les slogans « Québec français »,« Maître chez nous », il y en a qui se sont sentis moins confortables que d'habitude au Québec, ils sont partis. C'était surtout des unilingues anglais, mais cet exode était en marche longtemps avant la loi 101, dès la Révolution tranquille. D'autre part, c'était surtout des unilingues anglais qui quittaient, ce qui favorisait l'usage du français sur la place publique comme langue commune. Il y avait aussi une progression dans le poids des francotropes parmi les nouveaux arrivants allophones. Par francotrope, j'entends des personnes dont la langue maternelle est proche du français pour des raisons linguistiques comme le portugais, l'espagnol, et ainsi de suite, ou bien des gens dont la langue maternelle est proche du fait français, du fait de l'histoire, c'est-à-dire ressortissants d'anciennes colonies, de langue maternelle vietnamienne, créole, arabe, et ainsi de suite. Alors, c'est une famille de langues que je regroupe sous le terme de francotrope et qui est très utile pour comprendre un peu l'évolution de la situation avant la loi 101. Avant la loi 101, les francotropes sont venus même à former plus de la moitié du contingent de nouveaux arrivants arrivés au Québec, immigrés au Québec entre 1971 et 1976. Et avec leur présence au sein de cette cohorte la plus récemment arrivée, la part du français dans l'assimilation de ces nouveaux arrivants dépassait déjà 50%. Alors, ça n'allait pas si mal que ça, qu'on aurait pu s'imaginer avant même la loi 101 auprès des allophones immigrés. Les recensements de 81 et de 86 sont venus montrer que l'anglicisation des francophones, selon ces données, semblait augmenter légèrement. Globalement, le profit que l'anglais tirait de l'assimilation augmentait. Et pour ce qui est du français, il commençait à subir de légères pertes nettes sur le plan de l'assimilation. Au-delà du facteur francotrope qui lui était quand même favorable au français, une analyse selon l'âge à l'immigration, à l'arrivée au Québec, a confirmé que les dispositions scolaires de la loi 101 apportaient un surplus, une hausse supplémentaire de la part du français dans l'assimilation des jeunes arrivants allophones qui arrivaient à l'âge scolaire ou à l'âge préscolaire, à l'âge d'être touchés directement par les dispositions scolaires de la loi 101. Par contre, les dispositions concernant la francisation de la langue de travail et d'autres aspects de comportement public, linguistique en public, ne semblaient pas apporter de contribution supplémentaire. Ce n'étaient que les dispositions scolaires qui semblaient faire preuve d'une efficacité certaine en ce qui concerne l'objectif de hausser la part du français dans l'assimilation des immigrants allophones. Le recensement de 1991, malheureusement, a marqué une rupture de comparabilité avec les tendances antérieures.
Le questionnaire a été modifié en profondeur. La façon de répondre a changé profondément également. De manière à ce que finalement l'écart que le français subissait, la perte nette du français par voie d'assimilation qui était rendue de l'ordre de perte de 9000 locuteurs au recensement de 1986, s'est transformé en un gain quasiment du jour au lendemain de 66 000 locuteurs, un profit net positif de 66 000 locuteurs 5 ans plus tard. On le voyait venir, cette rupture de comparabilité. On peut le voir dans la deuxième diapo ici, où la courbe suit le mouvement du poids de la population selon la langue maternelle à partir de 1951, 1971, 81, 86. En 86, langue maternelle, le trait noir, légèrement supérieur au trait bleu, qui suit l'évolution des données sur la langue principale parlée à la maison, la langue d'usage à la maison, posée pour la première fois depuis le recensement de 71. On voit le déficit en 86 qui se transforme en profit dans l'espace d'un temps de le dire en 91, et on voit le profit s'accroître d'ailleurs tranquillement en 96 et en 2001, c'est-à-dire l'écart entre le poids de la population langue d'usage française et poids de la population langue maternelle française se creuse tranquillement. Alors on s'en va dans la bonne direction, le français commence à profiter de plus en plus de l'assimilation, mais on ne peut pas vraiment comparer la série 91-2001 avec ce qui se passait antérieurement. Alors c'est une nouvelle donne, on a affaire avec un nouvel instrument d'observation, on voit les choses un peu différemment. Alors si on se résigne à ça, on voit que la nouvelle série de données montre, en fait, on ne voit pas ici, mais je peux vous le dire, une anglicisation très, très faible de la majorité de langue maternelle française, ça se rabat presque à rien, et un profit que le français tire de l'assimilation qui avance plus rapidement, qui augmente plus rapidement que le profit qu'en tire l'anglais. Il y a donc, pendant cette période, un rattrapage du français par rapport à l'anglais sur le plan de l'assimilation. Le français commence à attirer de plus en plus, grâce toujours aux deux mêmes phénomènes, la croissance continue du poids des francotropes parmi la population allophone immigrée au Québec et, dans une moindre mesure, les dispositions scolaires de la loi 101. Au recensement de 2001, changement de questionnaire, de nouveau, changement de questions, d'ordre des questions, emplacement des questions dans le recensement, ça a changé légèrement la façon de répondre encore. Alors, encore là, je préfère regarder l'évolution entre 2001 et 2016, le recensement le plus récent, comme étant une nouvelle donne avec un nouvel instrument d'observation plutôt que d'essayer de faire semblant qu'il y a une continuité ici. Non, il y a une rupture de comparabilité à la fois en 91 et en 2001. Ce que 2001 nous donne à voir, et non seulement une nouvelle série de données, mais une entièrement nouvelle dynamique des langues au Québec. On voit que le poids de l'anglais, pour la première fois dans l'histoire des recensements canadiens, depuis 1871, pour la première fois, se stabilise. C'était en baisse constante, ou pas nécessairement constante, mais continue, de 1871 jusqu'à 2001. Et voilà que ça se stabilise. Par contre, le poids du français, langue maternelle, chute dramatiquement de 3,4 points de pourcentage en l'espace de seulement 15 ans. La rapidité de cette chute est du jamais vu aussi dans l'histoire des recensements canadiens et l'aboutissement à 78% en 2016 est du jamais vu également. Pendant plus d'un siècle, beaucoup plus d'un siècle, le français a toujours réussi à maintenir son poids à 80% ou plus de la population du Québec pour ce qui est de la langue maternelle. Pour ce qui est de la langue d'usage à la maison, encore du jamais vu. Pour l'anglais, légère croissance, alors que c'était en décroissance depuis que la question a été posée pour la première fois en 71. Pour le français, dégringolade semblable de 2,5 points, semblable à ce qui s'est passé pour ce qui est de la langue maternelle. Et là aussi, le français aboutit, langue d'usage, à un niveau inférieur à tout ce qu'on a vu depuis qu'on a posé la question pour la première fois en 1971.
Alors, l'évolution derrière ces mouvements-là, je vais y revenir tout à l'heure. Sur le plan de l'assimilation, qui est le facteur qui m'intéresse le plus, c'est ce qui traduit, à mon sens, le statut des langues en public. On va adopter le comportement du groupe linguistique qu'on va percevoir comme étant finalement dominant, comme ce qui rapporte le mieux, ce qui nous fait avancer dans la société. Ça relève du privé peut-être, la langue d'usage à la maison, mais ça reflète, je crois, des réalités sur le plan public. Sur le plan de l'assimilation, pendant cette dernière période de 15 ans, j'ai indiqué là les grandes baguettes, c'est le profit que tire l'anglais en rouge, le français en bleu, par voie d'assimilation auprès de la population allophone. On voit que les deux, leur profit augmente, mais que le profit du français augmente plus rapidement que le profit de l'anglais. Car là, c'est le facteur francotrope qui joue d'abord, suivi dans une moindre mesure par les dispositions scolaires de la loi 101. Il y a quand même une augmentation perceptible dans l'anglicisation des francophones, qui est le petit bloc rouge foncé et qui croît à mesure qu'on passe de 2001 à 2007. C'est un phénomène nouveau. On le voyait entre 71 et 86. Il n'était pas là pendant 91 en 2001, mais de 2001 à 2016, il est de retour, et ce qui fait que de façon globale, l'avantage de l'anglais sur le français en matière d'assimilation trouve à se stabiliser au cours des 3 derniers recensements. Pour bien le saisir, il faut prendre par exemple en 2016 le bloc rouge foncé, le soustraire de la baguette bleue et l'additionner à la baguette rouge. Et vous obtenez de cette façon le profit global des langues anglaises et françaises réalisées par voie d'assimilation dans la population totale. Anglophone, allophone, francophone, tous azimuts, le va-et-vient de l'assimilation se solde ainsi. Au profit de l'anglais en 2001, moins nettement en 2006, quand même encore en 2011 et encore en 2016. On voit l'essoufflement du rattrapage qu'effectuait le français sur le plan d'assimilation par rapport à la position de l'anglais, la position dominante de l'anglais. On aboutit à 2 baguettes qui sont à peu près d'égale hauteur. Ce n'est pas proportionné à l'importance relative des populations francophones et anglophones en présence, sur le plan, par exemple, de la langue maternelle. Les francophones sont 10 fois plus nombreux que les anglophones. Normalement, pour que la situation soit en équilibre, le français devrait tirer un profit 10 fois supérieur au profit qu'en tire l'anglais de l'assimilation, de manière à ce qu'on puisse dire que les 2 langues profitent proportionnellement à leur importance au sein de la société, et on est dans une société en équilibre. Alors, nous sommes en fait, en 2001 et 2016, dans une sorte de scénario qu'anticipait Jacques-Henri Pain. En 1974, dans son un livre, c'est un... 2 minutes. 2 minutes. L'immigration et le déséquilibre linguistique. Monographie, qu'on appelle ça en français. Bon, pour un ministère fédéral. L'immigration et le déséquilibre linguistique. Il y a d'autres choses à part l'assimilation qui ont changé de mouvement. Le mouvement a évolué en 2001-2016. Il y a d'abord le fait que l'immigration internationale a augmenté à 50 000 individus et plus par année à partir de 2003. Alors, une hausse très marquée du niveau d'immigration internationale qui s'est maintenue jusqu'en 2016 et après. Et une disparition quasiment totale des départs anglophones pour le reste du Canada. Ces 2 facteurs migratoires ont profité à l'anglais parce que l'anglais exerce un pouvoir d'assimilation disproportionné auprès de la population et en profite. Plus il y a d'immigrants francisés ou anglicisés, plus l'anglais en profite comparativement au profit qu'en tire le français. Le français, par contre, face à cette situation,
et la population étant nettement sous-féconde, remarquez, la population anglo-québécoise est à peu près aussi sous-féconde que la population franco-québécoise depuis 1981. Alors, depuis très longtemps, les deux ne suffisent pas, ne remplacent pas leur génération. Je termine sur ceci. On peut dire que la Statistique Canada, dans ses projections, indique que si ça continue de même, le poids du français va continuer à baisser, le poids de l'anglais va continuer à monter sur le plan de la langue d'usage à la maison. Le caractère français du Québec semble bien en voie de s'estomper au profit de l'anglais. Ce n'est pas ce que Camille Lorrain souhaitait. De nos côtés, la loi 101 d'aujourd'hui est très loin de la loi 101 de 1977. Merci. Je vais faire estomper pour que je voudrais vous dire que l'ordre de présentation, c'est l'ordre du bouquet. Charles était le premier dans le numéro spécial de la revue parce que c'était la vision générale des témoins linguistiques. On a ensuite deux aspects spécifiques, Michel Payet en 30 secondes, Marc Termotte que je vais remplacer, deux démos linguistiques, côté scolaire. Notre vision déjà en importance du côté scolaire, on va le voir en détail, côté langue de service, langue de travail. Après quoi, on aura l'économie et ensuite, je vais appeler ça méchamment la complainte des anglophones, mais je pensais que Charles n'était pas chanceux hier. Je me souviens très longtemps, Pierre Fortin parlait, avait dépassé son temps de parole. Il avait appelé Henri-Paul Rousseau à la rescousse. Ceux qui ne connaissent pas Henri-Paul Rousseau, c'est un colosse. Il avait dit Henri-Paul, viens me défendre pour que je finisse. Malheureusement, je suis en ça. Donc, on va passer. Michel Payet, qui a été haut fonctionnaire durant des décennies, 25 ans, au Conseil de la langue française et à l'Office québécois de la langue française, avant que ça s'appelle le Conseil supérieur. J'ai noté que c'était le conseil que tu écrivais, toi, et qui a également auparavant enseigné la démographie au Canada à l'université, va nous parler de la question de l'alphabétisation. Il a également 15 minutes. Bonjour à tous. Mon exposé va se diviser en 4 sections. Je vais parler des jeunes, ensuite des adultes, ensuite des comportements et finalement le contexte démographique. J'espère 3 minutes et demie par sujet. Vous allez peut-être remarquer que ma main tremble un peu. C'est un début de Parkinson. Faites-vous-en pas. C'est peut-être mon testament qui est là-dedans. Et ma présentation sera probablement mon chant du cygne. Que voulez-vous, on vieillit. D'ailleurs, je vous fais remarquer que nous sommes tous des dinosaures et tous des morts. Ça manque de femmes, ça manque de jeunes. Et sur ce, je me suis quasi à peu près dire ça par quelqu'un. Le commentaire est, c'est des dinosaures qui étaient là au début de la question de la loi 101. C'est pour ça. Des dinosaures qui ont vécu la transition. C'est un choix. Bon, alors, pour avancer, c'est... OK. Donc, plan d'enseignement. Vous vous rappellerez qu'en 1977, il y a eu une bataille de clauses lorsqu'on a discuté de la loi 101, parce que le critère d'admissibilité à l'école anglaise reposait sur la langue d'enseignement au primaire de l'un des parents. Restait à déterminer sur quel territoire. Alors, la clause Québec, c'était de limiter la langue d'enseignement des parents au Québec, ce qui obligeait les immigrants venus du reste du Canada à envoyer leurs enfants à l'école française. La clause Canada, évidemment, c'est étendre ce concept-là à l'ensemble du Canada. Et elle s'applique depuis 1984 suite au jugement de la Cour suprême du Canada. Et la clause universelle, je n'en ai pas parlé dans l'article, ça vient, c'est une proposition du comité présidé par Mme Greta Chambers en 1992 et qui a été rejetée par tous les gouvernements. C'était d'étendre la loi 101 à tous les enfants qui ont été élevés et éduqués en anglais à travers le monde. Je vous signale qu'en avril 1998, j'ai publié sur la clause universelle un article assez substantiel, probablement le plus substantiel, dans l'Action nationale. Donc, pour ceux qui voudraient approfondir la chose. J'ai publié
langue d'enseignement. Bon, OK, oui. Alors, donc, finalement, disons une chose rapidement sur la clause Québec. On a défendu la clause Québec comme si c'était absolument nécessaire comparativement à la clause Canada. Et ça s'est avéré, ça ne s'est pas avéré la catastrophe. Depuis 1984, la clause Canada s'applique et on n'a pas vu une grosse différence. Bon, ici, vous avez une illustration graphique de mon tableau 5, qui montre nettement qu'au collégial, vu que la liberté d'accès le choix de la langue d'enseignement collégial, on voit nettement l'attraction des cégeps anglais. Et cette question est toujours irrésolue parce que c'est une proposition récurrente qui n'a jamais été mise en application. Et par-delà la question linguistique, on néglige la dimension culturelle. Il y a seulement Charles Gill et moi-même qui insistons sur la dimension culturelle. Par exemple, un cours de... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai dérangé, là? Bon. Alors, dans un cours de littérature au Cégep Garneau, par exemple, on demande aux élèves de reconnaître les manifestations stylistiques, la correction de la langue, le travail stylistique et la littérature francophone, française et québécoise. Comme la majorité des personnes ne feront de la littérature qu'au cégep, ce serait dommage de faire ça en anglais. Donc, peut-on vraiment étudier la littérature en anglais, surtout pour la majorité francophone? Maintenant, passons aux adultes. On n'a pas pensé aux adultes au moment de la loi 101. Je vous signale un ouvrage de Tania Lompré, Québec cherche Québécois pour relations à long terme. Tania Lompré enseigne le français aux immigrants adultes et elle témoigne de son expérience. C'est un livre vraiment intéressant à lire. Vous pourrez trouver sur mon site michelpaille.com, tout en minuscule, en un seul trait, à l'alinéa 20, mon compte-rendu du livre de Tania Lompré. Alors, en moyenne, pour cette période-là, en moyenne, il y avait 14 600 immigrants par année, des immigrants adultes, donc de 18 ans et plus, à franciser. Alors, je vous cite Termotte à la page 164 de son article. La grande majorité des commerces ont moins de 50 employés qui ne sont pas assujettis à la loi 101. Or, nombre d'immigrants qui ne connaissent guère le français, ils trouvent souvent leur premier emploi. Donc, c'est très important de franciser les immigrants adultes. Alors, ce qui fait qu'on accuse de recensement à l'autre, on accuse un retard à franciser. Au recensement de 2001, 173 300 immigrants ne connaissaient toujours pas le français. Au recensement suivant, 191 000 et en 2016, 212 000. Et j'ai des raisons de penser qu'en 2021, le recensement montrera que ce sera au-dessus de 220 000. Récemment, le gouvernement Legault a présenté de nouvelles mesures le 5 juillet en augmentant les budgets à différents items. Alors, c'est assez difficile de se faire une idée à partir de ça. J'ai consulté une ex-collègue, Michel, qui est ici, et on ne peut vraiment pas déterminer grand-chose là-dedans. Cependant, je suis souvent intervenu sur la nécessité de franciser les immigrants plus de 4 fois par année. Et les cours commencent seulement 4 fois par année. Il faudrait plutôt avoir un système au moins aux 2 semaines pour que les immigrants récemment arrivés puissent entrer. Donc, ce que j'ai pu calculer à partir de ces chiffres-là, c'est que le gouvernement veut franciser 17 500. Si on suppose que ça se fait sur 44 semaines par année, 2 mois de vacances, ça veut dire 400 immigrants par semaine à franciser, 20 classes de 20 immigrants. C'est la mesure
que je peux dégager de ça, qui est plus élevé que tout ce que j'ai calculé auparavant sur cette question-là. Mais le ministre, plus récemment, le 7 septembre, a affirmé qu'il faudra 18 mois avant que ces mesures portent fruit concernant la sélection et probablement aussi pour la francisation. Alors, donc, autrement dit, si ça prend 18 mois pour produire des fruits, on ne verra pas les progrès dans le recensement de 2021. Passons au comportement. Donc, Camille Lorrain voyait dans sa charte de la langue française une loi qui redonne confiance, fierté, estime de soi. Je vous rappellerai qu'il était psychiatre. Pour lui, c'était un traitement de choc. Christian Dufault a commenté, a écrit un beau livre là-dessus, Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton. À mon avis, le mouton n'est pas revenu, il n'était jamais parti. Mais le livre est très intéressant à lire. Je l'ai commenté, vous trouverez sur mon site à l'hyperlien 24 mes commentaires. Alors, Dufault, il ne va pas de main morte, il parle d'une abdication, d'atavisme de conquis, de naïve ouverture. Alors, ou comme dirait Weber, parce que j'ai fait mon article à la lumière de la pensée de Max Weber, l'honneur linguistique n'est pas au rendez-vous après 40 ans de loi 101. Vous trouverez mon texte sur Weber là, sur mon site à l'hyperlien 47. Il fut un temps, au début des années 80, au Conseil de la langue française, où on publiait des ouvrages de sociolinguistique appelés Conscience linguistique des jeunes. Je vous présente le 4e tome de Lee Locher, et on n'en fait plus de ces choses-là. Moi, j'avais proposé qu'on en fasse d'autres parce que je soupçonnais qu'il y avait énormément de personnes qui, dans l'espace public, s'exprimaient de préférence en anglais. De nos jours, il y a seulement impératif français. Parfois, à l'occasion, le gouvernement fait un peu de pub, mais impératif français est le seul organisme qui est aux aguets et qui demande aux Québécois de parler français aux autres. Donc, si on ne parle pas notre langue, c'est bien beau de franciser les immigrants, mais si on ne la parle pas en priorité, ça donne quoi? Alors, Gérard Bouchard, juste récemment, le 10 octobre dernier, disait que de nos jours, 40% des jeunes sont indifférents d'être abordés en anglais, alors que c'était auparavant 32%. Bon, passons au contexte démographique inquiétant. Je vous rappellerai qu'en 2006, le romancier cinéaste Jacques Godbout avait donné une entrevue à Michel Vestel à l'actualité et on lui était tombé dessus à bras raccourcis. Tant et si bien m'a-t-il confié qu'il en est devenu malade. Le Devoir, en septembre 2006, a lancé le débat et le texte de Godbout, je l'ai mis sur mon site, l'alinéa 49, parce que je lui ai répondu, je l'ai soutenu, j'étais le seul à le soutenir. Le débat n'a pas duré longtemps. Mon article s'intitule « Des inquiétudes qui ont des fondements démographiques ». Alors, moi, j'ai vécu une époque là, où, pendant le dernier quart du 20e siècle, les gouvernements du Québec tentaient de régler le problème de population. Il y a eu plein de rapports, à commencer par celui de Bernard Bonnin, et tous les autres ont suivi, dont notamment Richard French, qui était d'une commission parlementaire, et je vous rappellerai la publication en 1984 du choc démographique de Georges Mathieu, qui a travaillé pour la commission French. Et en 1993, le document de Claude Ryan sur cette question-là lui a tellement fait peur qu'il l'a envoyé à la déchiqueteuse. C'est le seul qui n'a pas été publié. Bon, voici une pyramide des âges qui montre bien comment notre vieillissement est très grand. Elle se fait par la base. Vous remarquerez cependant que si on regarde les données, là,
Retournons, il y a des creux. Hein? Si on utilise les creux, ou plutôt non, les points, les âges modèles, 55, 36 et 7 ans, quand on passe de l'une à l'autre, on a une régression de 11 d'abord, de 21,6 ensuite, globalement une régression de 30,3 et j'estime que d'après les projections de l'ISQ jusqu'en 2031, il y aura une régression de 13 des 0,44 ans par rapport aux 15-29 ans. Alors, 2 minutes? 2 minutes. Alors, ça va aller. Ce qui fait qu'actuellement, on a déjà 4 régions en dessous du seuil de... il y a plus de décès que de naissances. Et on a 3 autres régions qui sont à la veille de les rejoindre. Ce phénomène-là guette tout le Québec. Et on nous parle souvent, à cause de ça, de pénurie de main-d'œuvre. Mais on oublie de nous parler de régression de la demande des biens et services. Ça, c'est comme si ça n'existait pas. Alors, j'ai fait un exercice de ce qu'on appelle de rétroprojection, c'est-à-dire qu'à partir de 1971, à partir de ce qu'on a effectivement observé en foncé, et ce que vous voyez dépasser de chaque côté, c'est les naissances supplémentaires qu'on aurait comptées si la fécondité s'était stoppée à 2,1. Autrement dit, si on avait atteint le ZPG, le Zero Population Growth. Alors, qu'est-ce que ça donne au moment à la date limite pour présenter ce diaporama-là, j'étais arrivé à ceci. Alors, 4 381 000 qui a été de moins de 45 ans qui ont été recensés, effectivement. Si la fécondité avait été de 2,1, on aurait 5 200 000 pour un surplus de 825 000 personnes. Et ça, c'est en absence de mortalité et de migration vers l'extérieur. Depuis ce temps-là, j'ai fait mon calcul et corrigé le 825 pour 810. Et en ce qui concerne le français et l'anglais, je termine là-dessus, ça donnerait 607 000 au minimum jusqu'à 648 000. Alors, ces enfants-là, ils ne sont jamais nés, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'auront jamais de descendants et il faudrait bien commencer quelque part. Je vous remercie. Donc, je suis Marc Ternois pour les prochaines 15 minutes. Marc est à l'INRS Urbanisation, Université de Montréal, peut-être des enfants. Et lui avait eu le mandat d'examiner la question de la langue de travail et la langue des services. Question, je vais vous parler de ça. Et c'est Gilles qui fait le gardien du temps. Vous parlez d'économiste, je présume que c'est compté. Alors, 4 éléments de ce que Marc voulait vous dire, des problèmes conceptuels, les principales mesures, indicateurs et puis conclusions. Alors, la langue de travail principale sur les recensements, 2006 égale 2011, le français en 2006, 82,3, en 2016, 79,9. C'est pas étonnant que la région métropolitaine de Montréal, ça soit plus petit, à 72 à 89. L'île de Montréal, c'est encore plus petit, donc évidemment, il y a un problème, essentiellement, on utilise plus d'anglais à Montréal, mais il faut faire attention, les navetteurs peuvent rendre un peu difficile la mesure où les gens habitent-ils ou travaillent-ils n'est pas nécessairement la même chose. Donc, on identifie les gens en fonction de leur lieu de résidence. Et par ailleurs, il y a eu un ensemble d'enquêtes, visuellement du Conseil de la langue française, mais ensuite de l'Office, je crois qu'ils ont pris la relève, à partir de 1979. Et le français, 90% et plus du temps au travail. Et donc, quel est le pourcentage dans cette situation? Bien, de 71 à 70, ça augmente de 64 à 70%, 73, 70, 69, 77. Et sur l'île de Montréal, évidemment, on trouve également une situation différenciée où on parle moins le français au travail. Les données du recensement, celles de cette date précédente, sont disponibles sur une période plus courte,
permettent pas vraiment de bien suivre l'évolution. Je pense que les meilleures données, opinion de François Yancourt pour 10 secondes, c'est ces données-là d'enquête. Et la question intéressante pour un économiste, c'est aussi, mais pourquoi? C'est pas de la méchanceté, pourquoi les gens parlent anglais, c'est parce que les marchés sont plus en en anglais. Si on réfléchit que l'ALENA est à la fin des années 80, on ne peut pas démontrer, c'est peut-être une corrélation plutôt qu'une causalité, mais on voit qu'il se parle un peu plus anglais après. Or, on vendrait plus aux États-Unis qu'auparavant. Pas trop étonnant, on ne vend pas beaucoup en français aux États-Unis. Bon. Le français en affichage général, sur l'île, 77,5% conforme à l'achat, mais une différenciation territoriale à nouveau pas trop étonnante. Les anglophones habitent dans l'ouest de l'île, proportionnellement parlant, les francophones plus dans l'est, 92% de conformité versus 67%. Et dans les centres commerciaux, 78%. 30% des entreprises exclusivement françaises, mais évidemment, Home Depot, ce n'est pas exclusivement français. Ce que vous pouvez penser dans d'autres exemples qu'on peut donner. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre à trouver? Et l'autre question, c'est la langue d'accueil. Alors, donc, la langue d'accueil, c'est lorsque vous rentrez dans un magasin, est-ce qu'on vous accueille en disant bonjour, en disant hello, ou en disant bonjour, hi, ou hi, bonjour. Remarquez que je n'ai jamais entendu hi, bonjour, remarquez bien. C'est plutôt, ça semble la combinaison qui n'existe pas tellement sur le marché. Donc, 84% en français, 11% en anglais, 4% français plus anglais en 2010. En 2017, 75% en français. Alors, 84 à 75, c'est 9 points de pourcentage. Il y a un 6 points, il y a un 17% qui est en anglais. Il y a, c'est pas vite, c'est 18% qui est français plus anglais. Donc, ce qu'on a observé, c'est la généralisation du bonjour hi, donc ma première acétate au début. Là. On en parle beaucoup, on a même voulu légiférer sur le sujet, comme vous le savez. Enfin, on n'a pas voulu, c'est pas exemple. Quelqu'un a évoqué la possibilité de légiférer sur le sujet, puis 2 jours après, on a dit non. Mais bon, c'est quelque chose qui inquiète les gens. Et bon, baisse du français dans les centres commerciaux, surtout dans l'Ouest. Et ça, c'est sur l'observation. Si vous faites une enquête auprès des clientèles, donc, vous n'allez pas envoyer quelqu'un dans le magasin, mais vous demandez des gens qui sont allés dans les magasins, comment est-ce qu'on vous a accueilli. C'est probablement un peu plus imprécis parce que ça implique de se souvenir d'un événement qui s'est produit dans le passé. Donc, mais bon, c'est une façon quand même intéressante de regarder ça. Donc, au moins une fois dans une langue autre que le français. Alors, c'est passé dans la région de Montréal de 27% en 2010 à 40% en 2012 à 46% en 2018. C'est cohérent avec les données observation avec des enquêteurs qui ont aussi une baisse sur, pas exactement les 2010, 2018 ou 2010, 2017, mais c'est la même idée. Il y aurait une réduction et ça amène M. Payet, je pense que c'était Christian Dufour, Weber sur l'utilisation du français en public. C'est cool. Ces observations sont cohérentes avec l'hypothèse que vous avanciez. Langue de service, donc comment est-ce qu'on vous sert maintenant? Maintenant qu'on vous identifie comme francophone ou anglophone, donc on vous a dit bonjour, hi, et puis là vous avez dit bonjour, est-ce qu'on vous sert quand même en français ou est-ce qu'on vous sert en anglais? Donc, c'est ça la question. C'est la deuxième interaction à l'intérieur du commerce. Enquêteur à nouveau, 96% en français sur l'île de Montréal. Vous aurez constaté qu'on parle de Montréal. C'est pas que le Québec n'est pas intéressant, mais c'est la Chicoutimi, la chance de vous faire servir en anglais, c'est faible. C'est pas inexistante, mais très faible. Donc, je pense que c'est à Montréal la question se pose. Ou peut-être à Gatineau, nous dirait Gilles, mais les Montréalais, ils ne savent pas que Gatineau existe. C'est peut-être pour ça qu'ils s'y intéressent pas. Non, mais en fait, c'est exact que Gatineau est sûrement une des deuxièmes conurbations bilingues les plus importantes au Québec. Puisque ni Sherbrooke, ni Québec, ni Chicoutimi, ni Trois-Rivières seraient bilingues. Donc, en tête, parce que jamais.
Alors, sur l'île de Montréal, 65 français 2010, 57 2012. RMR, 25 26 50 autres en français. Bon, 50 m'étonne un peu, pour être honnête, c'est une croissance assez remarquable. 25 à 26, mais bon, c'est ce qui se fait rapporter dans les enfants. Alors, essentiellement, pour le travail, il y a une hausse du français au travail de 71 à 89, ce qu'on a vu un peu plus tôt, au sommet, où ça baisse. Marc n'avait pas mandat d'expliquer ça, mais bon, Gilles va en parler un peu des questions de moment, des questions d'économie, d'ouverture de marché. Mais on peut penser que plus le Québec est ouvert au monde, plus ça risque d'avoir une légère baisse du français au travail intéressant avec les étrangers. Dans les commerces, dans la RMR, mais surtout dans l'île de Montréal depuis 2010, on n'a pas discuté de la démographie de l'île de Montréal en tant que telle, mais je pense que Charles le connaît très bien. C'est certain que l'île de Montréal est l'endroit où la présence du français en nombre, en pourcentage, en assimilation, enfin, tous les indicateurs que les démographes utilisent, c'est là où ça diminue le plus, parce que c'est là où se regroupent de façon générale les immigrants. C'est tout à fait classique dans les grandes régions métropolitaines à travers le monde, les immigrants vont pas s'installer à la campagne. Et donc, on a ce résultat-là, et comme nos deux conférenciers précédents, l'indice de fécondité, les pyramides modifiées ou, de façon générale, les résultats de nombre de francophones et francophones manquants d'indice, l'indice de fécondité est à 1,6. Monsieur, moi qui a changé récemment, là, il y a à peu près 1 point. Si j'arrondis, moi je fais l'économie, j'arrondis à 1,6, je ne me trompe pas trop. Il manque du monde. Puis on remplace ça par des immigrants, puis ils vont à Montréal. Alors, des explications, qu'est-ce qui se passe? Limite de la territorialisation linguistique, droit collectif, surtout individuel, jusqu'à quel point on va imposer le français dans différents environnements. Importance des facteurs démographiques, rôle clé à l'usage de la maison. Alors, à nouveau, ça nous ramène à la première présentation. Le dernier couple de bâtonnets rouge-bleu était essentiellement égal. Il y a peut-être 2000 de plus sur un bord que de l'autre, mais pour un économiste, à nouveau, ça va l'air pas mal égal. Et c'était la question qu'on s'assimile à l'usage de la maison. Et donc, on s'en va vers l'usage de la maison. Et donc, par effet naturel, je veux de certains pour vous, si vous utilisez surtout l'anglais à la maison, vous allez porter aussi l'anglais en dehors de la maison. Dans des contextes où c'est vous qui initiez, c'est vous qui êtes le demandeur de service et non pas l'offreur de service. Gilles Grenier, on est en avance parce qu'évidemment, Marc Termotte aurait sûrement dit des choses plus brillantes que moi, ce que j'ai pu dire à sa place. Mais bon, j'ai su hier qu'il n'y a pas. C'est un petit peu difficile d'absorber complètement son savoir. Alors, Gilles Grenier, lui, est professeur à la retraite de l'Université d'Ottawa, a travaillé sur des questions de rendement et de langue et de revenus depuis les années 80. Je suis un petit peu coupable, je me souviens qu'il venait me voir dans mon bureau à l'Université de Montréal, à la fin des années 70, il était apprécié au doctorat, il m'a demandé sur quoi il pourrait travailler. Il hésitait entre l'économie de la santé et l'économie des questions linguistiques. Bon, moi, je me souviens de ça, d'avoir su. Moi, j'étais tellement content d'avoir quelqu'un qui s'est intéressé à ça, que je me suis un peu servi en encourageant, mais je suis bien heureux qu'il y ait ça. Gilles, ça ton question. Je te rajoute pas le 5 minutes que j'ai utilisé. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Mon présentation porte sur politique linguistique québécoise, immigration et mondialisation. Il y a plusieurs façons d'analyser la langue. Il y a certaines personnes comme François Vaillancourt ou François Grain ou moi-même qui voient la langue comme un bien d'échange, comme un bien économique. Et donc, il y a un marché, il y a une quantité et un prix, une offre et une demande, puis un genre de rapport de force qui détermine la valeur et la quantité dans le cas de la langue française. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est comment ce marché a évolué au Québec suite à la loi 101 et aussi d'autres facteurs qui ont affecté l'évolution depuis les années 70. Et
le rôle de la mondialisation et de l'immigration dans l'évolution de ce marché. Alors, le marché de la langue, alors, je n'ai pas mis de courbe d'offres et de demandes parce que les gens qui sont pas économistes, mais on peut tracer une belle courbe d'offres et de demandes pour la langue. Vous connaissez, on peut penser ici peut-être au marché du travail où il y a la quantité, dans un marché, il y a toujours une quantité et un prix. Donc, la quantité serait le nombre de francophones et la quantité de français utilisés au travail, et le prix serait la valeur ou le salaire des revenus des francophones par rapport toujours à l'anglais. Dans un marché, il y a une offre et une demande. L'offre de français au Québec est déterminée en grande partie par des facteurs démographiques, donc le nombre de francophones, l'immigration francophone, la natalité, la mortalité, les transferts linguistiques, et la demande est déterminée par le marché, en particulier la langue des employeurs, la langue des clients, le pouvoir d'achat des clients, la technologie, et en fait la mondialisation, le marché international affecte la demande de français et d'anglais sur le marché du travail en général. Okay? Donc, on va analyser, si on veut, l'évolution de la langue française au Québec dans ce contexte-là, qui est une façon parmi d'autres que les économistes utilisent pour analyser la langue. La loi 101, on peut la voir comme ayant pour but d'affecter ce marché en forçant les immigrants à recevoir de l'éducation française primaire et secondaire. Il y avait la langue d'affichage et aussi la francisation des entreprises. Et on peut voir que cette loi-là, de même que d'autres initiatives comme les politiques d'éducation, qui avaient pour but de modifier le marché. Donc, dans le marché, il y a deux variables, le prix et la quantité. Donc, du côté prix, les francophones, dans les années 60-70, leurs revenus étaient plus bas que tous les autres, étaient des porteurs d'eau. Il n'y avait pas très peu de scientifiques, très peu éduqués. Et la loi 101 visait à rendre cette chose-là, à améliorer cette chose-là, donc rendre la valeur du français plus élevée sur le marché du travail. Et du côté quantité, elle visait aussi à augmenter le nombre relatif de francophones et la quantité de français utilisés dans l'économie. Okay? Et l'histoire que je veux raconter finalement, c'est que la loi 101 du côté quantité, donc Charles Castonguay et d'autres ont montré, la proportion francophone au Québec stagne, n'augmente pas. Mais du côté prix, du côté valeur, il y a quand même eu un certain succès. Donc, il y a des francophones maintenant qui sont parmi les meilleurs chercheurs dans les grandes entreprises canadiennes. Plusieurs sont dirigés par des francophones. Donc, du côté prix du marché, il y a quand même un certain succès de la loi 101 et d'autres initiatives qui font que les francophones maintenant se sentent fiers de ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de réalisations faites par des francophones québécois. Mais du côté quantité, il y a un problème. Donc, ici, du côté prix, donc, il y a plusieurs études qui ont été faites sur les salaires relatifs des francophones, leur pouvoir d'achat, le contrôle de l'économie. Ici, je cite une étude de François Vaillancourt, qui a été faite par le regretté Jacques-André Boulet dans les années 80. D'autres personnes, moi-même, j'en ai fait un petit peu, mais qui montrent essentiellement c'est un résultat typique. Donc, là, c'est une régression. Donc, les économistes utilisent beaucoup la régression. Donc, on contrôle un certain nombre de facteurs, éducation, expérience, etc., pour voir l'effet net des connaissances linguistiques. Et on peut voir ici qu'en 1970, donc par rapport aux francophones unilingues, donc ces chiffres-là sont des écarts en pourcentage par rapport aux francophones unilingues. Donc, les anglophones et les bilingues gagnaient beaucoup plus que les francophones unilingues en 1970. Mais en 2010, à la fin, les anglophones gagnent moins, de toutes choses égales par ailleurs, en tenant compte de différents facteurs, ou bien le négatif d'être anglophone, soit bilingue, soit unilingue. Donc, ce sont des résultats typiques de plusieurs études qui ont été faites. On peut mentionner aussi que les résultats, le progrès s'est fait surtout au début, dans les années 70-80, et par la suite, elle s'est plus ou moins maintenue. Par contre, du côté la quantité du marché, les résultats sont moins favorables aux Français. Et là, je donne juste un exemple
des projections faites par Statistique Canada récemment dans l'étude de Houle et Corbeil 2017 qui montrent que, comme on a mentionné tout à l'heure, qu'on prévoit en 2006 une baisse importante de la proportion de francophones au Québec de 79% en 2011 à 70,1% en 2030. Évidemment, ce sont les autres langues qui augmentent en proportion. Ce qui est intéressant, c'est que l'anglais augmente aussi sa proportion. La principale raison étant que les immigrants, pas suffisamment d'immigrants, s'assimilent à la langue française à l'heure actuelle. Donc, ça amène à une diminution à long terme de la part des francophones. Donc, mon idée, c'est que du point de vue quantité dans le marché, nombre de francophones, quantité de français utilisés, les statistiques montrent que ça ne progresse pas beaucoup, peut-être même que ça arrive. Du côté prix, du côté valeur, du côté revenu, du côté contrôle des entreprises, du côté prestige des institutions francophones, etc., il y a quand même eu un progrès important qui fait peut-être que les francophones se sentent moins, ça les dérange moins que ça les dérangeait avant. Okay? Donc, c'était. Cependant, cette situation-là est peut-être un peu menacée. Il y a certains défis à relever qui sont dus à la mondialisation de l'économie, à la langue de travail et à l'immigration. Donc, c'est certain que le rôle international de l'anglais a augmenté depuis la loi 101. Ce n'est pas une situation québécoise d'aller à Paris et on vous sert aussi en anglais, les mêmes expériences. On était des anglophones, on se parlait anglais. Il fallait insister à Paris pour qu'on se fasse servir en français, dans les cafés, dans les restaurants, etc. Alors, ce n'est pas juste au Québec, ça se passe aussi ailleurs. Okay? Donc, le fait que l'anglais soit la lingua franca internationale a un impact sur le marché du travail. Okay? Et dans une étude que j'ai faite il y a quelques années avec mon regretté collègue Serge Nadeau, en utilisant les données de recensement, on avait analysé encore avec une régression d'impact d'utiliser le français, une langue seconde au travail pour les francophones et les anglophones. Encore là, c'est une régression qui comporte un certain nombre d'autres caractéristiques. OK? Donc, ici, la référence, ce sont les personnes qui utilisent seulement leur langue première, donc les francophones qui utilisent l'anglais au travail. Donc, s'ils utilisent l'anglais au travail 25% du temps, vont gagner 13% de tous les gars par ailleurs de plus que ceux qui utilisent seulement le français. Les francophones qui utilisent l'anglais 100% du temps, tous les gars par ailleurs gagnent 10% de plus que ceux qui utilisent seulement le français. Donc, on voit que c'est payant pour les francophones d'utiliser leur langue seconde au travail. Par contre, dans notre régression pour les anglophones, c'est pas payant, ou même négatif dans certains cas, de travailler en français. Ce qui est intéressant, la combinaison la plus dominée, c'est que travailler en anglais 75% du temps et travailler un petit peu en français pour les anglophones et pour les francophones, c'est la combinaison qui est la plus payante. Donc à Montréal, ça paye de travailler en anglais, mais le français est aussi utile. On pourrait dire l'anglais est nécessaire, le français est un atout. OK? Évidemment, dans l'avenir, la croissance de la population va venir, c'est ça? La croissance de la population. Je vais parler. Je vais m'entendre. Non, là, ça, c'est mon temps. Évidemment, la croissance de la population va venir surtout de l'immigration. Dans les recherches récentes, on a montré ici qu'il y a des différences très importantes dans la langue de travail selon l'origine des immigrants. Donc, j'ai estimé les immigrants au Québec en 2016 dans l'ordre de leur importance dans le stock d'immigrants au Québec. Donc, France, Haïti, Maroc, Algérie, par exemple, sont les pays sources d'immigration les plus importants. Donc, j'ai mis un certain nombre ici. Et il y a de très grandes différences. Comme Charles a mentionné, les pays francophones près du français utilisent beaucoup plus le français au travail, alors que les pays loin du français, par exemple, les immigrants de Philippines utilisent le français seulement 14% du temps, selon le recensement de 2016. Donc, la source des immigrants affecte de façon importante la langue de travail de ces immigrants-là.
OK. Et dans une autre régression qui est tirée d'une autre étude de Doucement-Grenier et Gray récemment, comme c'était le cas pour les francophones, c'est plus payant pour les immigrants de travailler en anglais que de travailler en français. Donc, c'est la régression encore là qu'on prend un certain nombre d'organes indépendants. Ici, la référence sur les immigrants qui utilisent seulement l'anglais. Donc, par rapport à utiliser seulement l'anglais, ces chiffres-là nous donnent le pourcentage de travailler en français 25% du temps, 50% du temps, 75% du temps ou tout le temps. Okay? Donc, les immigrants qui travaillent seulement en français, toutes choses égales par ailleurs, gagnent 6% de moins que les immigrants qui travaillent seulement en anglais. Donc, l'incitation de travailler en français est relativement faible pour les immigrants. Okay? Ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est qu'on a encore la même situation que travailler en anglais 75% du temps et en français 25% du temps donne 4%. Donc, les immigrants qui travaillent en français 25% du temps et en anglais 75% du temps gagnent ici, selon une étude, 4% de plus que ceux qui utilisent seulement l'anglais. Donc, on a un résultat quand même intéressant dans les trois régressions qui montrent que travailler au Québec, pour les anglophones, les francophones, les immigrants en général, ce qui est plus payant, c'est de travailler en anglais le plus souvent, mais de travailler un petit peu en français, ça ne nuit pas. Okay? Alors, que conclure de ça? Okay. Bon, je suggère ici quelques politiques, évidemment, les gens font ce qu'ils voudront. Avec ça, c'est pas moi qui va leur... dans quelle mesure, moi personnellement, c'est mon opinion, des politiques trop coercitives qui ignorent le fait que l'anglais est une langue nationale peuvent ne pas être efficaces. Donc, il faut reconnaître le fait qu'au Québec, au Canada, l'anglais est la langue internationale et le français est la langue nationale. OK? Et je pense que c'est important de commencer. Comme l'anglais est très attrayant, il faut commencer jeune. Donc, tous les enfants au Québec devraient apprendre le français à l'école. Peut-être idéalement qu'il y aurait juste un système scolaire, tout le monde dirait, mais la Cour suprême probablement n'accepterait pas cette chose-là. Donc, mais dans les écoles anglaises, il y en a quand même beaucoup de l'immersion française, mais ce n'est pas généralisé. Donc, je suggérais que l'immersion française soit quelque chose de presque obligatoire pour que tous les enfants à l'école apprennent le français. Après ça, une fois que le français est acquis, on peut encourager, ou il faudra encourager l'utilisation du français pour les francophones, mais aussi pour les immigrants. Donc, les immigrants qui connaissent le français, on devrait les encourager à connaître l'anglais aussi et finalement de reconnaître l'anglais comme lingua franca dans certains domaines du marché du travail. Et je pense aussi que c'est un phénomène mondial, donc l'anglais domine un petit peu partout, mais il y a beaucoup de préférences. Des gens comme François Grain, François Bélancourt ont une préférence pour encourager la diversité linguistique. Okay? Et du point de vue mondial, le français est quand même bien placé, donc c'est une des langues qui est parlée dans plusieurs pays. C'est la seule langue avec l'anglais où il y a plus de locuteurs qui la parlent comme langue seconde que comme langue première. Donc, pour faire concurrence à l'anglais, donc l'espagnol, le chinois, le français est quand même bien placé. Donc, les Québécois devraient collaborer avec d'autres pays pour faire en sorte que le français devienne une langue internationale qui peut concurrencer jusqu'à un certain point avec l'anglais. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Merci. Je suis marié à une orthophoniste depuis plus de 40 ans. Lorsque je parle, je suis toujours en verre. Parce que si je rentre à la maison avec la voix écorchée, je me fais chier. Elle a dit ceci, 15 minutes est passé. Mr. Boris, parce que tantôt il va nous parler de la complainte, non pas des fois en Alaska, mais des anglophones du Québec, va nous parler pendant 15 minutes. Alors, c'est le dernier texte du numéro spécial, c'était voulu. Parce que c'est très bien de parler de tous les avantages, de conséquences pour la majorité francophone du Québec de la loi 101. Il y a quand même un groupe qui a subi des inconvénients, au minimum, sinon on a subi des désavantages. Donc, Richard, tu vas être. Richard est, je vais vous préciser, professeur émérite à l'UQAM.
Ce qui n'est pas un défaut en tant que soi, mais bon. La souris est bien portée à partir du ciel, c'est très longtemps. Bonjour, hi. Premièrement, je tiens vraiment à remercier notre hôte François Bayancourt pour cette heureuse initiative d'entreprendre ce colloque concernant le 40e anniversaire de la loi 101. Merci de nous accueillir aussi au Cyrano. Alors, c'est un plaisir. Alors, je commence par la loi 101. Symboliquement, la Charte de la langue française était la première législation adoptée par le gouvernement du Parti québécois, comme vous le savez, en 1977. La loi avait pour but de rehausser le statut du français par rapport à l'anglais au Québec. Selon son auteur Camille Lorrain, la loi 101 avait aussi pour but d'assurer la sécurité identitaire des Québécois concernant la survie de leur langue au Québec. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. Alors, la majorité francophone du Québec a longtemps ressenti cette menace identitaire pour sa survie linguistique. Voici un exemple, la une de l'hebdomadaire La Nation du 25 mars 1937. On parle de la grande menace par M. Paul Bouchard. À quoi bon le Congrès de la langue française si John Bull veut nous noyer par l'immigration intensive? Cette une de journal représente les minorités francophones, comme vous les voyez là, qui disparaissent dans une mer d'immigrants et d'anglophones au Canada. Alors, il y a des francophones ici là, qui sont en train de se noyer par l'assimilation en anglais. Le préambule de la Charte de la langue française favorisait donc le principe suivant aussi. L'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. Qu'en est-il de la vitalité démographique et institutionnelle des communautés de langue anglaise au Québec depuis la loi 101? Après 40 ans, l'adoption de cette loi s'installe, depuis cette loi, chez les Québécois anglophones, s'installe un sentiment de résignation acquise à force de combattre pour la survie de leurs institutions qu'ils ont construites depuis 250 ans. Les anglophones constatent le déclin graduel de leurs institutions scolaires, de santé et de leur entreprise, aggravé par le départ des Québécois anglophones vers le Canada. On pourrait dire, si les Québécois francophones ont eu leur conquête au 18e siècle, les Québécois anglophones ont eu leur exode dans les années 60 et 80. En fait, je suis un psychologue social, je ne suis pas un économiste, donc je m'intéresse beaucoup aux relations intergroupes. Donc, c'est un petit peu ma déformation professionnelle. Alors, chez les humoristes, Josh Freed et John Kalina, qui eux sont restés au Québec, publiaient en 1983 The Anglo Guide to Survival in Québec, dédié à tous les anglophones qui insistaient à rester au Québec, coûte que coûte. Alors, je vais vous donner quelques tendances lourdes pour les anglophones, les allophones et les francophones du Québec, d'un point de vue assez général, moins détaillé que celles que nous avons eues à date. Pour l'ensemble de mes figures de cette prestation, les anglophones sont indiqués en rouge, les francophones en bleu et les allophones en vert. Bon, c'est quand même un peu petit pour vous en arrière, là, je m'en excuse. Bon, on s'entend, les allophones sont des individus dont la langue maternelle est ni le français ni l'anglais. Voici l'immigration interprovinciale des anglophones, allophones et francophones de 1966 à 2016, selon les recensements canadiens pour ces 50 années. Nous excluons de cette analyse l'immigration internationale. Alors, ce qu'on avait fait pour ce genre de tableau,
de figure. Pour le calcul de la migration nette des anglophones du Québec vers le reste du Canada, nous soustrayons des anglophones qui sont partis du Québec, les anglophones qui arrivent au Québec du reste du Canada. Et on arrive avec les scores que je vous montre dans les histogrammes ici en rouge. Alors, pour les anglophones, en rouge, vous voyez qu'il y a à tous les recensements une perte nette d'anglophones qui vont vers le reste du Canada. Et le total pour ces 50 années, c'est une perte de 320 000 anglophones, une perte nette de 320 000 anglophones qui sont partis durant ces années. Alors, l'exode des anglophones du Québec a eu lieu entre 1966 et 1986. Ces années ont été tumultueuses pour les anglophones et plusieurs, donc, sont partis durant cette époque. Alors, dans les entrevues qui sont faites par des chercheurs, les anglophones parlent de cette période-là ici comme l'exode, notre exode. Okay? Donc, c'est dans leur psychologie, dans leur mémoire collective, cette notion-là de l'exode. Maintenant, on va regarder le taux de rétention des anglophones selon leur niveau éducationnel. Voici une étude du taux de rétention des anglophones qui sont nés au Québec et selon leur niveau éducationnel à partir des données de Statistique Canada. Nous constatons que plus les diplômes des anglophones sont élevés, ici, incluant les médecins, les PhD, les maîtrises et les baccalauréats, moins ils restent au Québec et plus ils partent vers le Canada. Inversement, moins les anglophones sont diplômés, plus ils restent au Québec. Ça, c'est les études de Flore. Donc, le départ des anglophones nés au Québec vers le Canada représente une perte de capital humain pour le Québec et un gain pour le Canada. Ouf, c'est un peu petit pour vous. Voici l'évolution de la population des francophones, anglophones et allophones au Québec de 1971 jusqu'au recensement de 2016. Notons que la population des francophones augmente de 4,8 millions de francophones langue maternelle à 6,2 millions de 1971 à 2016. En pourcentage, la population francophone se maintient entre 80 et 77 % durant ces 50 ans. Alors, on doit considérer dans ce genre d'analyse-là autant les chiffres absolus que les pourcentages. C'est complémentaire, il faut vraiment utiliser ça. Par contre, la population anglophone est en déclin en nombre absolu et en pourcentage. La population anglophone chute de 788 000 individus à 600 000 selon la langue maternelle et passe donc de 13 % de la population du Québec à 7 % de la population. Alors là, je vais vous dire, les anglophones observent ces chiffres-là, autant que les francophones observaient ce genre de chiffres-là avant la loi 101, quand on faisait l'analyse de la situation des francophones au Québec. Alors, c'est ici les anglophones en rouge en bas. Ensuite, la population des allophones augmente en nombre absolu et en proportion suite à l'immigration au Québec. Alors, l'éléphant dans le salon de la démographie québécoise, c'est que la population allophone augmente de 390 000 dans les années 70 à 1 million d'individus aujourd'hui et passe donc de 6 % à 13 % de la population. Pour la majorité québécoise francophone, c'est l'augmentation de la population allophone et le déclin de la minorité anglophone qui transforment les rapports de force entre les communautés depuis la Révolution tranquille et depuis la loi 101. Maintenant, regardons le taux de bilinguisme au Québec. Le nombre et le pourcentage de bilingues chez les anglophones, allophones et francophones de la province, selon, encore une fois, les données de recensement. Chez les anglophones, le nombre de bilingues français-anglais a augmenté de 283 000 en 1971 à 400 000 en 2016. Ainsi, le pourcentage d'anglophones bilingues a augmenté de 37 % en 1971 à 69 % en 2016,
Oui, les anglophones qui sont restés au Québec sont devenus bilingues, et c'est surtout le cas pour les moins de 30 ans, qui sont à 80% bilingues au Québec. Même tendance pour les allophones. Augmentation du bilinguisme de 123 000 en 1971 à 540 000 en 2016. Ainsi, le bilinguisme chez les allophones augmente de 33 en 1971 à 51 en 2016. Maintenant, chez les francophones, ici, en bleu, le bilinguisme augmente aussi et passe de 1,2 million en 1971 à 2,5 millions de bilingues en 2016. Oui, dans la vie de tous les jours, on rencontre plus de francophones bilingues que d'anglophones bilingues, tout simplement parce qu'il y a plus de francophones que d'anglophones, dans la vie de tous les jours. Là. Ainsi, le taux de bilinguisme augmente de 25 en 1971 à 40 pour les francophones. Cette augmentation du bilinguisme chez les francophones témoigne de l'intégration économique du Québec en Amérique du Nord et la force d'attraction de l'anglais comme lingua franca de la mondialisation, comme on l'a vu dans la prestation qui m'a précédée. Maintenant, une autre figure, mais on va parler seulement de la ligne supérieure ici, ce sont les francophones, et on va aller voir tantôt les anglophones. Enfin, pas francophones, mais... Alors, cette figure montre que la vaste majorité de la population du Québec a une connaissance du français, définie par Statistique du Canada comme étant la capacité de soutenir une conversation en français. Bon, il y a des gens qui critiquent cette mesure, mais c'est quand même une mesure qu'on a de Statistique Canada. En combinant le nombre de Québécois unilingues français avec les bilingues anglais-français, nous obtenons la proportion de la connaissance du français au Québec, qui est de 94 en 1991 et de 95 en 2011. Ainsi, tel que voulu par la loi 101, nous avons le succès du français comme langue commune de la population du Québec. Parce que la loi 101 ne disait pas qu'on devait parler français à la maison. Elle disait qu'on doit connaître la langue commune de l'ensemble de la population du Québec, qui est le français. Notons que la proportion d'unilingues anglais diminue de 5,5 en 1991 à 4,7 Alors, ce sont ici des Anglais. Ça, c'est des anglophones unilingues et aussi des immigrants. Qui sont donc ces unilingues anglophones? Bien, nous avons sans doute, comme j'ai dit, des immigrants unilingues anglophones qui n'ont pas encore été francisés par le ministère de l'Immigration. Nous avons aussi des anglophones unilingues nous avons aussi des anglophones unilingues qui n'ont jamais appris le français et qui sont peut-être surtout des personnes du troisième âge. Donc, il va y en avoir moins de ceux-là. En décembre 1998, Camille Lorrain affirmait « Le but ultime de la Charte de la langue française, c'était que de plus en plus de francophones prennent le pouvoir dans les entreprises, qu'ils en deviennent les cadres et les dirigeants et que l'économie québécoise soit enfin contrôlée par eux. » Voici les indicateurs de statut socio-économique des francophones, anglophones et allophones au recensement du Canada de 2011 et de 2016. Merci. Sur ces deux recensements, le salaire médian des anglophones et des allophones est inférieur à celui des francophones. De plus, le taux de chômage des anglophones et des allophones est supérieur à celui des francophones. Aussi, le taux de pauvreté des anglophones et des allophones est supérieur à celui des francophones. Le stéréotype des riches anglais est chose du passé. Les minorités anglophones et allophones souffrent d'un statut socio-économique inférieur à celui de la majorité francophone, tel que voulu par la loi 101 éventuellement. On termine avec le déclin du système scolaire anglophone. Voici le portrait du système scolaire francophone et anglophone, incluant les écoles primaires et secondaires publiques et privées du Québec de 1971 à 2018. Le système scolaire francophone était constitué de 1,3 million d'élèves en 1971. Nous utilisons ce chiffre comme notre point de départ de 100 avant la loi 101. En 2018, il y a chute de la taille du système scolaire francophone, constitué maintenant de 943 000 élèves. Ceci représente une baisse de 32 de ses effectifs. Nous sommes donc à 68 des effectifs originaux du système scolaire francophone avant la loi 101. Maintenant, le système scolaire anglophone était constitué de 256 000 élèves en 1971.
notre barème de 100%. En 2018, le système scolaire anglophone n'avait plus que 96 000 élèves, une perte de 62 de ses effectifs. Le système anglophone n'est plus qu'à 37 de ses effectifs originaux, la chute la plus importante d'un système scolaire anglophone à l'échelle de l'Amérique. Alors, on conclut avec une phrase. Bien que la langue anglaise n'est pas en danger au Québec, la vitalité démographique et institutionnelle des communautés de langue anglaise est en déclin. Quel futur pour cette ancienne élite dont le statut est maintenant celui d'une minorité historique au Québec? Merci. Vous aurez constaté que je suis un peu maniaque sur la tenue du temps, mais je suis un ancien élève de Robert Lacroix. Robert Lacroix m'a appris plusieurs choses dans ma vie, la macroéconomie. On a fait ensemble parmi les premières monographies en économie pour le Conseil à la langue française, entre autres sur la main-d'œuvre hautement qualifiée. Et il m'a toujours dit une chose, si tu veux que ça commence à l'heure, tu commences à l'heure. Si tu veux que ça finisse à l'heure, tu finis à l'heure. Fait que ça fonctionne. Il y a juste Jean-Marie Dufour qui n'a jamais compris ça, Robert. Ça, c'est pas grave. On a un collègue qui n'a jamais compris arriver à l'heure. C'est une bonne idée. Alors, moi, je vais vous synthétiser ça en quelques minutes, comment moi, ce que j'ai tiré du numéro spécial, avec 2 tableaux et un graphique. Alors, le premier tableau, c'est sur les francophones. Ça correspond en gros à ce qu'on a entendu et ça vous montre quoi? En prenant 1 comme base de calcul pour 71, 2021 sur une projection, on voit que le statut en termes des allophones à l'école française, une augmentation de 6, croissance très importante, ce que tu viens de dire. Ce que tu vois quoi faire allusion, Gilles, son employeur francophone, augmentation également, avec le bémol, j'ai dit aux gens de l'office plutôt à l'heure du lunch. Ça, c'est des plus mauvais chiffres, malheureusement, parce que la dernière étude sur le contrôle de l'économie québécoise par groupe linguistique, c'est 2003. C'est moi qui l'ai fait. Bon, espérons que je ne mourrai pas avant de faire la prochaine, M. Payet, mais ça serait bien que quelqu'un d'autre comme moi la refasse à un moment donné, parce qu'on ne sait plus, on ne connaît plus le contrôle de l'économie québécoise par groupe linguistique. Je me suis amusé à regarder si je peux faire une prédiction. Je ne suis pas capable de trouver autre chose qu'on change. Alors, le seul chiffre qui est rouge, c'est ça. C'est la population de la maternelle française. Donc, ce que nous a expliqué les différents présentateurs. Et les ratios de gain, essentiellement, la connaissance du français, tout. Quand on va au système anglophone, il y a 3 indicateurs: système scolaire, l'employeur anglophone, population de langue anglaise, tout s'en va chez Léon. Il n'y a pas de doute possible. Ici, on synthétise avec 2 graphiques. Le graphique bleu, par pur hasard, j'ai mis bleu et rouge comme toi. Le graphique bleu, légère rose, le graphique rouge pour les anglophones. Ben. Bon. Alors, ça va-tu bien ou ça va-tu mal? Mais il y a 2 façons de regarder ça. Ça allait un peu mieux. Ici, ça baisse. Ça allait un peu mieux, ça baisse un petit peu. Ça se stabilise là. Et on a ce gros trou. Ça, c'est les personnes manquantes de la pyramide d'âge qui a été présentée. La politique linguistique québécoise n'était pas une politique de fécondité ou de fertilité. Non, mais il faut le dire, c'était pas ça. C'est une politique de connaissance générale du français. De ce point de vue-là, ce qu'on discutait, la connaissance du français au travail, population parlant français, ça s'est amélioré. Est-ce que la politique linguistique veut un Québec de langue française ou un Québec de langue maternelle française? Si vous voulez Québec de langue maternelle française, vous avez présenté 4 ou 5 éléments historiques de politique linguistique essayés au Québec. Il y a eu des bonus, monsieur, à un moment donné, 3 000 $, je pense, pour le 3e enfant ou quelque chose, ainsi de suite. On a fait toutes sortes de choses, et c'est bien, c'est pas compliqué. La seule solution que moi je connais à la sous-fécondité, c'est l'année de l'Église catholique. Ça marchait sur l'Église catholique. Il y avait 4 bébés par femme au Québec en 61. Regardez les chiffres, vous avez, je pense, le graphique, on voit très bien la chute de l'hypercondité. Ça passe de 4 à 2 en 10 ans. L'Église catholique s'en va, pouf, on arrête de faire des bébés, on tombe dans le bas de 2,1. Je pense que personne ne veut faire ça. Il n'y a pas une église, il y a pas une église.
Oui, oui, c'est ça. Est-ce que l'Église aurait pu combattre la pilule? C'est la question intéressante. La pilule est inventée au même moment où l'Église perd sa force au Québec. Je ne fais pas l'avocat de ça. Je dis juste que si on regarde objectivement, si vous avez comme objectif d'avoir des gens de langue maternelle française, ça vous prend probablement une politique démographique et non pas des mots linguistiques beaucoup plus intensives. Je ne pense pas que même tous les efforts qu'on peut faire pour enseigner le français aux immigrants et tout, je ne pense pas qu'on va changer ça. Est-ce qu'on va aller à 70, à 65? Je n'ai aucune idée, je suis l'expert. Mais je souligne juste qu'on se trouve dans un débat intéressant. Et donc, pour les gens de l'Office, par exemple, écoutez, je ne vais pas faire des politiques de fécondité à l'Office dans le français. Donc, vous faites tout votre possible pour ce qui est attaché aux politiques linguistiques. Et pour le reste, bien, les conséquences, suivre les comportements des gens. Alors, on avait promis une demi-heure de questions. Enfin, on va avoir 34 minutes. Donc, une prime de 10 associée au fait que ma représentation de Marc Fermotte peut être aussi bonne que Rapidette, mais bon, c'est pas là. Et donc, est-ce qu'il y aurait des premières questions? Robert Lacroix, entre autres, c'est une question. Alors, je juste des réponses. Pas pour lui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ou est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Je ne sais pas. Ah, mais on va donner la parole à monsieur. Oui. Si vous pouvez-vous juste vous identifier pour le reste de la salle? Parce que... Ah, mon Dieu. Ah, ça fait stylé. Oui, je te pose ça pas longtemps. Il y a longtemps. On regarde les choses à travers le temps. On dit la proportion de francophones diminue, ainsi de suite. Mais l'élément essentiel qu'on semble oublier, c'est que les centres de développement économique ont changé à travers le temps. En d'autres mots, la métropole du Canada, c'était Montréal auparavant, c'est devenu Toronto. Et moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est pas ça un élément déclencheur qui fait que beaucoup d'anglophones sont partis et puis la population s'est anglicisée. OK. Merci. Bon, je vais en prendre deux autres. Je vais ensuite monsieur, si vous pouvez passer le micro à monsieur qui va s'identifier. Ça, c'est pour nos gens sur Internet. Oui. Alain Bélanger, je suis de l'INRS. Évidemment, les politiques démographiques ou familiales pourraient être une solution de retour de l'Église catholique aussi. Mais je pense qu'on peut voir que ça ne fonctionnera pas. Mais dans un contexte où les deux groupes linguistiques, anglophones et francophones, ont des taux de fécondité sous le seul remplacement, et qu'on a une politique d'immigration où c'est quand même des seuils d'immigration élevés, aussi élevés que ceux des États-Unis, qui sont connus comme le pays d'immigration internationale, puis le Canada 2 fois plus que celui des États-Unis. Ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que les allophones, les nouveaux immigrants qui n'ont pas le français et l'anglais comme langue maternelle, choisissent la langue de la majorité. On n'a peut-être pas suffisamment parlé des substitutions linguistiques, parce que je pense que c'est le facteur le plus important pour l'avenir du français au Québec. Il n'y a personne vraiment qui parle de la langue, comme disait Régent Chapelle. Il va falloir que les allophones choisissent entre l'anglais ou le français tôt ou tard dans leur vie, ou leurs enfants. Donc, les transferts intergénérationnels aussi sont absolument primordiaux. Ça se passe par l'école, en grande partie. Et malheureusement, ça a des impacts sur les institutions anglophones, qui sont probablement les plus riches d'une minorité culturelle dans tous les pays qui existent sur la Terre présentement. Troisième comment, madame? Bonjour, Anne-Michel Lex, anciennement directrice de planification à l'Université de l'immigration et directrice de recherche à l'Office. Donc, les indicateurs, là, ça m'intéresse et je baigne dedans depuis plusieurs années. Moi, je suis intéressée qu'on touche strictement le système scolaire primaire-secondaire. Parce que si on regardait le post-secondaire, ce serait notre portrait, à mon avis.
Pas juste à mon avis, on a vu des statistiques sont l'autre, je suis curieuse de savoir que vous trouvez que c'est pertinent de mettre en rouge la petite baisse là, dans la population de langue maternelle française, mais pas la baisse dans le pourcentage de français au travail, que je trouve critique. La question du travail, 3/4 de nos immigrants sont adultes. Ceux qui ne sont pas touchés par le rouge s'explique, c'est parce que c'est en bas de 1. Ce que je mettais, c'était en bas de 1. Donc, c'est là vraiment, on est plus bas que le point initial de 71 d'avant la loi 101. C'est important. Quand même, ça baisse. Surtout à Montréal, où se trouvent les immigrants. Et l'autre point que j'apporterais, là, qui mériterait de l'attention à l'avenir, c'est la nature de l'immigration, qui, depuis quelques temps, et on verra avec la planification de l'immigration qui va être déposée à l'Halloween, en tout cas avant le 1er novembre, selon la loi, c'est pour nous faire peur, c'est que l'immigration temporaire, ce sont des étudiants et étrangers et des travailleurs qui n'ont pas eu à connaître le français pour venir travailler ou étudier au Québec, qui ont le droit, selon la loi, d'envoyer leurs enfants dans les écoles anglaises, jusqu'à temps qu'ils ont leur CSQ. Pour avoir leur CSQ, c'est vrai qu'ils doivent montrer un test. CSQ, ceux qui ne savent pas, c'est le certificat de sélection du Québec, c'est ça? Pour l'immigration. Pour devenir permanent, pour avoir un certificat de sélection, il faut montrer un test linguistique français, donc une connaissance. Mais on sait très bien qu'une connaissance, ce n'est pas une utilisation, ce n'est pas un usage. Il disait que la population parlant français reste à peu près le même, une conversation disant qu'on peut, diriger quelqu'un qui nous répond dans une autre langue. Pour le prochain point de vue, j'utilise même des invitations, c'est autre chose. Ça fait que c'est une autodéclaration. C'est tout ce qu'on a. C'est différent, là, mais c'est pas peut-être. Donc, les indicateurs sont intéressants, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres. Une chance que je suis une assimilée parfaite, selon Charles, mais si on mesurait ma consommation des nouvelles américaines et britanniques ces jours-ci, ce serait toute une autre histoire. Donc, c'est ça, mes points, c'est l'immigration temporaire qu'il faut surveiller parce qu'il faut envoyer nos enfants des écoles françaises. Et la question de secondaire, parce que ces universités anglophones, les cégeps anglophones qui attirent les étudiants ces jours-ci. Alors, on a eu 3 commentaires jusqu'à maintenant, mais à mon avis, seulement une question. Qui est la question de M. Lavallée, que je vais poser à Gilles. Le rôle Toronto-Montréal, le renversement des métropoles, les conséquences sur la valeur du français. Tu as une observation là-dessus? Je ne veux pas être méchant, mais t'es l'économiste. Je ne veux pas parler ça des mots démographes quand même, je ne veux pas être méchant. Mon Dieu. T'en as pas, c'est pas grave. Moi, je dirais que c'est pas évident. De façon générale, je pense que Gilles disait, c'était l'importance de l'anglais comme langue lingua franca à l'intérieur du Canada et à l'extérieur du Canada. À la mesure où le poids démographique du Québec francophone diminue, chose égale par ailleurs, même si on n'échangeait pas $1 de plus avec le reste des États-Unis, on échangerait probablement plus avec le reste du Canada anglais, donc l'anglais est plus important. Donc, les gens qui arriveraient ici, qui regarderaient qu'il y aurait peut-être une mobilité quelconque, probablement seraient plus intéressés par l'anglais qu'il y a 25 ans ou qu'il y a 50 ans, ça irait avec l'idée du changement. Et l'autre chose, c'était qu'il y avait un graphique sur les régions. Vous aviez 4 régions qui étaient en train de mourir, et 3 autres qui s'en venaient pour le mort. Ça aussi, c'était plutôt des régions francophones, je pense. Il ne faut pas dire exclusivement. Donc, ces marchés-là aussi d'autonomie moins importants. Donc, l'immigrant montréalais, tu regardes les frontières immédiates, le Québec francophone est en déperdition, puis tu regardes de l'autre côté, le Canada anglophone est en croissance, puis tu te demandes quel investissement linguistique je devrais faire. Probablement que sur 40 ans, tu serais plus intéressé maintenant à l'anglais qu'auparavant. J'ai l'impression. Il y avait à Radio-Canada hier, c'est une anecdote, c'est pas des statistiques, les entrevues des immigrants internationaux au Québec.
et qui disait que le fait d'être bilingue était limitatif pour notre carrière. Parce qu'on les mettait toujours dans les postes de relation avec la clientèle. Ah, vous êtes bilingue, c'est fantastique, on va vous mettre là. Oh, on ne va pas vous voir comme ingénieur de production, des choses comme ça, on va perdre l'avantage du bilinguisme que vous avez. Et donc, ils se plaignaient et le désavantagé, en guillemets, là, il y a quand même un emploi, le désavantagé d'être bilingue dans le choix de leur carrière. Là, anecdote de 3 personnes. Okay? Donc, ce n'est pas une démonstration, mais ça met quand même des questions intéressantes sur ton 75-25, si on trouve ça également dehors. Je vais faire une deuxième ronde de questions, je vais faire parler. Ah, tu viens d'avoir une idée, là. Un commentaire sur Montréal-Toronto. Ah, c'est venu, OK. Un commentaire à faire sur l'immigration à Montréal et à Toronto, qui est très différent. Quand l'immigrant arrive à Toronto, il y a seulement une langue à apprendre. Et le Canada anglais, depuis quelques années, est passé comme 350 000 immigrants par année. Toronto a plus que la moitié de sa population qui est immigrante. Okay? Et le Québec fait toujours, ça paraît mal si on le compare à Toronto parce qu'on reçoit moins d'immigrants. On nous dit parfois qu'on est moins généreux que les Ontariens. Mais le Québec a une difficulté, c'est que les immigrants, on dit qu'on a 2 langues. Donc, l'immigrant qui arrive au Québec doit apprendre le français et doit aussi apprendre l'anglais, très souvent. Et d'après moi, ça explique en partie pourquoi les immigrants au Québec s'intègrent moins bien que les immigrants au Canada anglais. Okay? Et ça explique aussi pourquoi le Québec, je pense, sagement, a décidé d'admettre moins d'immigrants que le reste du Canada. Mais c'est le reste du Canada, je pense, qui est l'anomalie. Le Canada, actuellement, il y a plus que 21 ou 22 % de la population qui est immigrante. C'est le plus grand pourcentage dans le monde avec l'Australie. Et le Québec se compare très bien à l'Europe, aux États-Unis, en termes de son accueil d'immigrants. Mais parce que le Canada anglais en reçoit tellement, on a l'impression parfois qu'on est moins généreux, on est moins tolérant envers l'immigration. Au contraire, on est parmi les plus généreux, les plus tolérants envers l'immigration dans le monde. Mais on a une difficulté particulière, c'est que nos immigrants doivent apprendre 2 langues, alors qu'au Canada anglais, mais il n'y en a pas seulement une, les plus faciles. Bon, je vais demander à la gardienne de l'Internet. Tout ce que je vois, c'est une demande pour les conférences. Marie, as-tu un commentaire sur les immigrants? On va faire une deuxième ronde après ça. Non? OK. Monsieur, on lui envoie le micro. Yves Moussa, enseignant de langue. Juste une question inspirée par l'air des temps. Est-ce qu'il y aurait des études qui se seraient penchées sur le choix politique ou les choix politiques des immigrants, étant donné ces fluctuations d'identité linguistique et identitaire? Merci. C'est bon. On va revenir à cette deuxième question. Il y a quelqu'un. Monsieur, madame. Excusez-moi, madame. Okay. Bonjour, je m'appelle Lorraine Angano, je suis de l'Université de Concordia où je travaille sur les communautés québécoises d'expression anglaise. J'habite le quartier Verdun. Je veux corriger une fois de plus parce qu'il me semble que je dis ça souvent. La plupart des anglophones dans le passé n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Et aussi, je veux souligner le fait que malheureusement, la loi 101 n'a pas prévu des programmes de francisation pour les anglophones d'ici et pour les gens du Canada qui venaient. Le fait que quand même la population anglophone est devenue très bilingue est très impressionnant, il faut le reconnaître. Il y avait même lors des auditoires, avant que la loi 101 soit passée, il y avait une présentation demandant que la classe ouvrière anglophone soit francisée pour donner une chance aux ouvriers pauvres anglophones de pouvoir s'intégrer dans le nouvel marché de travail francophone, ce qui n'a pas été fait. Alors, j'ai une question pour les présentateurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer encore la participation des anglophones dans l'espace public du Québec, étant donné ces faits? Il y avait, est-ce que monsieur avait la main?
Oui, monsieur en arrière, puis Robert, tu vas faire 5. OK. Allez-y. En fait, c'est un élément qui complète. Présentez, s'il vous plaît. Pardon, Philippe Gagné, j'enseigne le français langue seconde au Cégep Gagné. Je ferai l'écho au propos de Lorraine. J'aimerais qu'on fasse un autre colloque sur la loi 101, mais avec des éléments davantage qualitatifs. Là, on a beaucoup de chiffres aujourd'hui, c'est parfait. Mais quand on s'intéresse aux relations intergroupes, Richard pourrait nous en parler, et qu'on se demande comment vont les deux groupes linguistiques, comment est-ce qu'ils s'entendent entre eux, on aurait des bonnes réponses pour justement faire avancer d'une part la cause du français, comme ça, et aussi le bonheur des anglophones à vivre au Québec et en relation avec les francophones. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et les francophones sont très peu au courant de ce que pensent les anglophones de leur communauté. Et là, on aurait beaucoup de choses à apprendre. Une seule donnée du livre de Richard, quand on demande aux gens par qui vous sentez-vous le plus menacé, on a parlé du sentiment de menace. Les anglophones, les francophones sont les deux groupes qui se sentent le plus menacés les uns par rapport aux autres. Pourtant, on est les deux groupes qui habitons ce territoire depuis le plus longtemps. Quelque chose d'étrange dans ça. Et pour un élément de réponse à Lorraine, je pense qu'il faut rapprocher les communautés, ne serait-ce que par les écoles. Comment ça se fait que les programmes de technique au collégial, nursing, soins infirmiers, ne travaillent pas ensemble? Les deux ont des problèmes de langue seconde. Les deux ont des silos. Nos deux systèmes scolaires sont ségrégés. Ils n'ont pratiquement pas de contact. Il y a 10 gymnases interculturels au Québec dans les écoles primaires au secondaire à travers le programme PICA. 10. Quand on essaie de le faire au collégial, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et pourtant, tout est là. Quand on va à l'international, les gens nous disent « Mais c'est formidable au Québec, les deux communautés sont là, vous parlez, vous apprenez la langue ensemble. » Absolument pas. Et là, il y a une part de réponse. Apprendre à se parler et à se connaître. Les tensions linguistiques dans le discours public ont disparu. Et quand on interroge les étudiants, la porte fermée dans une enquête anonyme, ouh là là là, il faut qu'on se parle énormément plus que maintenant. Merci. Vous passez à M. Lacroix juste derrière vous. M. Lacroix, passe aussi Lacroix. En tant que ça fonctionne. En tant que Sanderson, les années sont surtout portées sur 3 domaines: commerce, le travail et les écoles, le nombre d'étudiants dans les écoles. Donc, il y a d'autres domaines importants qu'il faut regarder aussi. Vous n'avez pas parlé de la vie associative, des loisirs, et ça serait intéressant de savoir quelle est la langue d'usage dans la vie des loisirs, l'aspect des loisirs. L'autre domaine dont on n'a pas entendu parler, c'est le système de santé. Les hôpitaux anglophones sont bilinguisés, semble-t-il. On ne sait pas si les hôpitaux francophones le sont devenus aussi. Les résidences pour anglophones, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc, les institutions de santé où l'anglais était présente, qu'est-ce qui en est devenu? Alors, Robert Lacroix, qui est là. Ça va faire 5. On va faire le deuxième tour. Après ça, on va probablement aller à la table. Moi, je pense qu'effectivement, on n'a pas parlé du post-secondaire, du cégep et l'université. Quand je regarde, évidemment, actuellement, même nos jeunes francophones, si je regarde le cégep comme Dawson, tellement de jeunes francophones oubliants qui veulent aller là, en plus des anglophones, que les exigences d'entrée au prix universitaire sont plus élevées qu'à l'école. Et le cégep privé. Alors, il y a une demande de ces jeunes francophones dans le post-secondaire pour aller soit acquérir un anglais ou encore l'améliorer
Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Tu sais, je veux dire, on serait le seul pays qui se raconte le fait que l'apprentissage de deuxième langue ou de troisième langue est négatif. En d'autres mots, il faudrait voir cet investissement linguistique, autant de la part des francophones que des anglophones, comme un investissement bénéfique pour l'ensemble de la société. Et si on ne le fait pas, on s'aperçoit que les jeunes ont compris le système et leur contrôle très, très bien. En allant eux-mêmes dans des cégeps anglophones et en rendant ces cégeps anglophones-là, comme dans ceux, des cégeps d'élite en termes de recrutement de qualité d'étudiants, qui vont donc donner des jeunes qui vont arriver à l'université. Et probablement que davantage vont aller dans l'université anglophone. Dans ce sens-là. Alors, je pense que là, il y a une problématique qui est escamotée, où il y a des éléments extrêmement positifs à examiner. Mais à un moment donné, je pense que Lisée avait parlé effectivement d'avoir des cégeps bilingues de part et d'autre. Je pense qu'il faut songer à ce genre de situation-là pour nos enfants, pour les francophones. OK. Alors, OK, une dernière. Bonjour, mon nom est David Johnston. Je suis le représentant du Québec du commissaire langue officielle et je suis l'ancien éditorialiste de la Gazette. Il y avait beaucoup de chiffres montrés sur l'écran et si je comprends bien, le français est en déclin au Québec. L'anglais est en déclin au Québec aussi. Et c'est préoccupant. Le déclin de français pour les francophones et le déclin de l'anglais est préoccupant pour les anglophones. Nous sommes ici parce que c'est le 40e anniversaire de la loi 101 et il y a deux enjeux sur la table actuellement. Les enjeux qui ont été soulevés dans le projet de loi 14, l'accès au cégep et oui ou non, appliquer la loi 101 aux entreprises de 2050. Pour ce qui est le premier enjeu, je dirais qu'il y a 10 ans, très peu d'anglophones étaient en faveur des restrictions à l'entrée au cégep. Mais c'est vrai que maintenant, à Boston, c'est à peu près 15% francophones, surtout des jeunes femmes. Je connais quelqu'un dans le département d'admission qui m'a dit que le note moyen pour entrer dans, être accepté à Dawson dans les sciences, c'est 89%. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai entendu de beaucoup d'exemples des bons étudiants anglophones qui ont une note de 86, 87, qui ne peuvent pas étudier dans ce moment. C'est alors, je dirais que les jeunes anglophones commencent à être opposés au libre choix et qu'il y a des attitudes générationnelles qui commencent à se montrer. Dans une rencontre que j'ai eue avec le président du Conseil supérieur de la langue française, j'ai expliqué ça et il m'a dit, mais pourquoi les anglophones ne vont pas au cégep de la langue française? Il a soulevé un bon point. C'est un sujet pour un autre jour, mais je pense que la réponse touche à l'insécurité linguistique des jeunes anglophones par rapport à leur confiance dans la langue française. Bon, il nous reste 10 minutes, donc on va terminer les questions. Je vais répondre rapidement à certains éléments. Ensuite, je veux que les gens du panel donnent la chance de parler entre eux. Pour vous laisser parler à tour de rôle, c'est ça. Alors, il y a eu 6 questions. Choisir des immigrants, je ne sais pas. À moins que quelqu'un ait une réponse là-dessus, je ne sais pas vraiment ça. Il y a toujours eu des anglophones pauvres, oui, mais en moyenne, les anglophones étaient plus riches. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des pauvres anglophones, on dit juste qu'il y avait, proportionnellement parlant,
plus de riches francophones. Mais votre question est très intéressante sur la francisation des Anglo-Québécois, ex ante avant la loi 101, puis présentement. Présentement, ça serait une version française, une risque de francisation des Anglo-Québécois, s'ils veulent l'utiliser. Il est certain que pour les Anglo-Canadiens, on a en effet pas prévu quelque chose. La question sur le qualitatif de la loi 101, oui, les économistes, les démographes, on n'a pas de cœur, ça, les économistes. Les qualitatifs, on ne saurait pas ce que c'est. J'exagère un peu, là, mais on a parlé de ce qu'on connaissait. Sur l'associatif, la santé, c'est des questions intéressantes. Je ne connais pas de données. Il y a des données, mais je ne les connais pas. Et là, je trouve, moi, très intéressant l'idée. Je n'avais pas entendu ça avant, l'occupant de Robert que le monsieur. La question de Dawson. Je sais que Dawson est le meilleur cégep anglophone au Québec. On va dire qu'il y a du monde dans le passé. Et que, dans le fond, quoi, c'est Harvard et les Asiatiques. Une décision récente aux États-Unis là-dessus sur les politiques d'admission d'Harvard, favorise-t-elle ou non, ou défavorise-t-elle ou non trop les Asiatiques pour permettre à d'autres de venir? Il faudrait avoir des politiques qui défavoriseraient les bons francophones dans ça. Ça serait intéressant à la mesure où c'est un cégep financé publiquement par une majorité de francophones qui payent des taxes. Alors, ça nous amène à la question je vais donner Gilles d'abord, ensuite Richard, Gilles, en une minute, veux-tu rajouter quelque chose sur la politique linguistique optimale au Québec? Ce que vous êtes économiste. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, la question sur l'apprentissage anglais, français, intégration des réseaux et tout. On pourrait avoir le microphone baladeur, on va le passer au fond du panel. C'est facile. Très brièvement, ce que j'ai dit, je pense que peut-être une façon de faire pour moi, c'est de tout le monde commence en anglais aux études primaires et secondaires, en français. Et une fois le français acquis, je pense qu'il faut encourager l'anglais. Le problème au Québec, c'est qu'il y a quand même plusieurs anglophones. C'est vrai que les anglophones ont fait plusieurs progrès au niveau des bilingues. Il y en a quand même encore entre 20 et 30% qui se déclarent unilingues dans le recensement. D'après moi, c'est encore beaucoup. Donc, tous les anglophones au Québec devraient être capables de parler français. Enseigner le français jeune, et par la suite, chacun va dans son sens, laisser une certaine liberté. L'anglais, langue internationale, il faut le connaître, donc encourager les francophones, les immigrants à parler anglais. Monsieur Payet, un expert sur les questions de niveau linguistique et d'éducation, avez-vous des observations encore? Parce que c'est clairement les dernières questions portent sur l'intégration des réseaux cégep. Une minute. Moi, je voulais plutôt. J'ai beaucoup apprécié les deux intervenants qui ont parlé des premiers, juste derrière Michel Mec, madame et monsieur. J'ai connu les débuts du Conseil de la langue française et parmi ces mandats, le Conseil devait se promener à travers tout le Québec pour entendre les suggestions de la population et de la société civile. Mais c'est bon, on fait le ton, cette affaire-là. Malheureusement, et on parle, depuis quelque temps, on parle de créer un poste de commissaire à la langue officielle. Mais c'était le mandat du Conseil de recevoir les plaintes, les doléances et les suggestions. Alors, au fond, tout ce qu'on peut suggérer, c'est que les associations de toutes sortes s'adressent au Conseil supérieur de la langue française, mais ils sont juste une demi-douzaine. Quand je suis arrivé là, ils étaient 36, là, ils sont 6 fois moins. Mais pour le consoler de l'avoir atatiner, on l'a qualifié de supérieur. Donc, il faudrait reprendre le bâton du pèlerin là, pour, et surtout qu'il y ait dans les structures mêmes de l'organisme une obligation de suivi pour que ça se transmette. À un moment donné, ça finit par disparaître. C'est malheureux, c'est comme ça. OK. Alors là, j'ai un problème entre le first and the last. Le premier et le dernier. Le dernier sera-t-il le premier? Le premier sera-t-il le dernier? Le dernier va être l'avant-dernier et le premier sera le dernier. Non, mais ça fait le premier sera le dernier, le dernier sera le premier, ça fait bien. C'est biblique comme ça, on se rend, le dernier sera le premier. Oui, oui. Alors, concernant les écoles anglophones, on ne peut pas oublier que 80% des écoles anglophones offrent des programmes d'immersion en anglais. En français.
pardon, en français. J'espère. Oui, aussi, les 9 commissions scolaires anglophones ont des taux de diplomation des élèves à 90 %, ce qui est un score meilleur que les 60 commissions scolaires francophones. Essentiellement, le système scolaire anglophone crée des bilingues au niveau cognitif primaire et secondaire. Et ça, c'est vraiment un avantage cognitif. On connaît aujourd'hui les bienfaits du linguisme au niveau cognitif, le développement cognitif des personnes. Ensuite, on a aussi des sondages au Québec. Donc, 61 % des francophones et 67 % des allophones aimeraient avoir un accès au système scolaire anglophone pour leurs enfants. Éventuellement, on a dit que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne veut pas anticiper nos francophones. Mais il y a vraiment une demande là. Et puis, si Dawson est obligé de rejeter des étudiants qui sont vraiment déjà dans des codes Z incroyables, dans ce cas-là, ouvrons un autre cégep anglophone pour aider tout le monde à être plus éduqué, plus performant dans une économie sur 50 États américains et 10 provinces canadiennes. Il faut se débrouiller pour sortir notre épingle du jeu. Alors, moi, je pense que si ça devient important, bien, faisons-le. Ça, c'est une recommandation intéressante. Charles, 2 minutes. OK. Bon. Est-ce que je pourrais montrer un diapo de ma présentation que j'ai pas pu? Certainement. Il faut reculer. Oups. Est-ce qu'on peut reculer? Oui, probablement. Avant de faire ça. C'est le Juste qu'il n'y ait pas de classe. Ouais. 8. Ouf, on est loin. Ouais, ça ne sera pas long. Ça va très bien. Plus loin. 8. On en est à combien? Ah, ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça. Non. J'y vais. OK. Oui, il y a eu des commentateurs lors de la première invitation de François qui ont déploré qu'il n'y a rien à faire pour remplacer les berceaux vides. Or, oui, il y a quelque chose à faire. Et l'anglais a réussi au Québec à le faire admirablement par son pouvoir d'assimilation. Non pas par son pouvoir de fécondité. Ce que vous avez là, c'est le pyramide, la pyramide des âges, j'appelle ça le profil selon l'âge de la population de langue maternelle anglaise au Québec en 2006. 2006 parce que je connaissais les taux de fécondité à l'époque et aussi parce que ça faisait un quart de siècle que la fécondité anglophone et la fécondité francophone étaient ex aequo. 1,44, 1,47, 1,48, 1,51, des choses du genre, des écarts vraiment minimes. Comment ça fait? Ça veut dire qu'à ce taux de fécondité-là, il devrait y avoir un déficit de 30% à la base de la pyramide par rapport à un seuil de remplacement des générations biologiques de 2,1. 2,1 enfants par femme. Et comment se fait-il que ce n'est pas là? Il y a un décalage de 5%, peut-être en bas de la pyramide, ce n'est pas 30%. C'est que les allophones et les francophones anglicisés, langue d'usage à la maison, ont tendance naturellement à élever leurs enfants en anglais. Donc, ça fait des enfants de langue maternelle anglaise. Et ça remplace les berceaux vides efficacement pour ce qui est de la population anglophone du Québec. Je vous compare la situation avec le profil selon l'âge d'une population identique sur le plan du, comment on appelle ça, l'indice synthétique de fécondité, comme disent les démographes. Tout à fait identique pendant un quart de siècle, et vous avez ce profil-là. Et évidemment, il y a un peu de compensation parce qu'il y a des allophones qui se francisent, comme on l'a vu, mais pas assez, pas proportionnellement à l'importance de la population francophone par rapport à la population anglophone. Alors, si vous jouez à faire du va-et-vient entre ces deux pyramides, vous voyez qu'il y a quelque chose à faire à part l'Église catholique, et ainsi de suite. Je voulais corriger un fait concernant tu corrigeras l'étendu recul du poids des anglophones au Québec. Les chiffres de M. Boris ne s'additionnent pas à 100%. Il n'a pas tenu compte des gens qui donnent deux réponses au recensement. Il faut en tenir compte.
compte, je l'ai fait. Mais ça, c'est une chicane technique de démographe. Ils vont faire ça après la fin. Il est 14 heures. Je remercie tous les participants en ligne et en personne. Si vous avez des questions, nos panélistes sont là. Vous pouvez leur parler. Ils sont pas méchants. Merci beaucoup d'être venus.